Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de médecine et d'épidémie, principalement. Alors pourquoi j'aborde ce sujet? Tout simplement parce que depuis le 10 ou 15 juin, les marchés, principalement américains, ont commencé à se retourner à la baisse et une des principales raisons avancées pour expliquer ce retournement baissier est la crainte d'une seconde vague d'épidémie de Covid. Alors évidemment, si ça arrive, les marchés craignent qu'on reconfine des économies, des pays et qu'on rechute dans le trou dans lequel on était tombé au moment du confinement généralisé entre mars et mai pour les principales économies occidentales. Comme principal argument pour les tenants de la thèse de la seconde vague, il y a le fait que jusqu'ici, une très faible part de la population, alors dans les principales études sérologiques disponibles, on a des niveaux en Europe et aux États-Unis qui tournent entre 5 et 10% maximum de la population. Dans les zones urbaines les plus touchées, on arrive à New York aux environs de 20%, mais pas plus. Donc, dans l'absolu, c'est un niveau tout à fait insuffisant pour atteindre le seuil d'immunité collective. En théorie, je vais expliquer ça plus loin. C'est un niveau qui est insuffisant pour donc arrêter le développement de l'épidémie parce qu'on estime classiquement qu'il faudrait entre 60 et 70% de la population qui soit atteinte. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas dans cette thèse et pourquoi, à mon avis, ce seuil de 60-70% de la population pour atteindre l'immunité collective relève d'une analyse, à mon avis, superficielle. Donc il y a d'abord les faits qu'on observe, et les faits ils démentent vraiment la thèse de la seconde vague pour le moment. Ce qu'on observe systématiquement, il n'y a pas d'exception, dans tous les pays dans lesquels on a eu une épidémie de Covid forte, c'est-à-dire une mortalité par million d'habitants qui est de plusieurs centaines de personnes, supérieure à 400, 500 personnes par million, ça va jusqu'à plus de 1000 à New York. Donc typiquement, on a eu l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique en Europe et certains États des États-Unis, pas tous également. Regardez les courbes de l'Italie, ce qui se passe. Donc, vous voyez la courbe des nouveaux cas qui est décroissante régulièrement. Le fait d'avoir confiné, pas confiné, n'a eu quasiment aucune influence, quoi que les gouvernements disent. Donc, n'a eu aucune influence significative là-dessus. On a déconfiné depuis pas mal de temps en Italie et il n'y a aucune résurgence épidémique qui est observée. On peut dire qu'aujourd'hui, au 24 juin, les Italiens, ils ont tout à fait la même liberté de mouvement que celle qu'ils avaient à la fin du mois de février. Et ce qu'on observe, c'est que ça ne redécolle pas, alors qu'en février, l'épidémie avait véritablement flambé. En France, c'est exactement la même chose. On va regarder le graphique. Donc vous voyez la courbe des nouveaux cas, des croissances régulières avec des artefacts liés à des mises à jour, à des réactualisations de données. Sur le nombre de morts, c'est exactement pareil, on en a de moins en moins, et quand on regarde les courbes des bilans quotidiens qui sont publiés par les autorités de santé, on voit que chaque jour, il y a de moins en moins de personnes en réanimation. Là aussi, on a déconfiné quand même depuis maintenant à peu près un mois et demi en France. Donc, si l'épidémie avait dû repartir, elle aurait eu très largement le temps de le faire. Aux États-Unis, on a exactement la même configuration. Vous voyez ici le graphique d'États très atteints par le Covid avec des mortalités de l'ordre de 1000 par million. Le New Jersey. Ici, on va voir le graphique de New York. Donc, vous voyez, nouveau cas à New York, baisse régulière. Et sur la mortalité, baisse encore plus régulière du nombre de morts depuis le pic qui a eu lieu fin mars, début avril. Et pourtant, là aussi, il y a eu le déconfinement. Il y a les New-Yorkais, une bonne partie, pas tous, mais certains d'entre eux ont fait vraiment n'importe quoi en matière de protection contre l'épidémie ces dernières semaines. On a eu des manifestations massives, des immenses rassemblements dans les rues avec des centaines de milliers de personnes. Enfin, c'était des conditions absolument idéales pour que l'épidémie reparte. Et parce qu'on remarque, c'est qu'elle repart absolument pas.
Par contre, il y a des États, effectivement, dans lesquels l'épidémie redémarre. Alors, ces États, je vais vous donner quelques exemples. Il y a le Texas, par exemple. Donc, vous voyez que là, effectivement, l'épidémie a tendance à s'accélérer depuis quelques semaines de façon assez sensible. Ça se traduit beaucoup moins pour l'instant sur le nombre de décès, donc il peut y avoir partiellement un artefact qui est dû au fait qu'on teste plus aujourd'hui, donc on dépiste plus de cas au Texas qu'on ne faisait avant. Mais bon, il y a quand même une réelle tendance à l'augmentation. On peut voir ce genre de tendance en Californie, par exemple, aussi. Alors, pas sur le nombre de morts, mais il y a quand même une hausse du nombre de cas depuis quelques semaines. Là aussi, ça peut être un artefact parce qu'on teste plus, partiellement, mais ça n'est pas, en tout cas, la même allure de courbe qu'en France et en Italie, en Espagne, etc. Un pays aussi où on a une sorte de pseudo-seconde vague, c'est l'Iran. On a eu un premier pic ici sur le nombre de morts au mois de mars-avril, et depuis la fin du mois de mai, le mois de juin, vous voyez que ça redémarre. Et ça redémarre aussi en partie sur le nombre de nouveaux cas quotidiens. Malgré tout, vous noterez que le redémarrage en Iran, il est beaucoup plus poussif que lors de la première phase. Dès qu'on passe en mode logarithmique, on voit que la courbe s'aplatit quand même malgré la récente hausse du nombre de cas. Donc la dynamique épidémique aujourd'hui en Iran n'est pas du tout la même que celle qui avait eu lieu pour la première phase d'arrivée de Covid. Alors pour expliquer ces différences d'évolution entre pays, entre différents États des États-Unis par exemple, il y a une donnée fondamentale qui est le nombre de morts par million d'habitants. On s'aperçoit que tous les pays, mais là il n'y a pas d'exception, dans lesquels on a eu un nombre de morts important, donc Italie, Espagne, Angleterre, Suède, France, certains États des États-Unis, ces pays ont une courbe épidémique qui ne redémarre pas. Par contre, lorsque vous allez aux États-Unis, on va reprendre le cas des deux États dans lesquels l'épidémie redémarre fort, la Californie et le Texas, que je viens de vous citer. Ce que vous remarquez, c'est qu'on a un nombre de morts par million qui est beaucoup plus faible. On a 145 morts par million en Californie, 79 morts par million au Texas. On était aux alentours de 500 dans les pays européens très touchés, et jusqu'à plus de 1000 dans les États américains les plus touchés. Donc, effectivement, lorsqu'il y a eu une première vague très faible, qu'il n'y a pas eu réellement de vraie première vague, on peut observer un redémarrage de l'épidémie, on observe un redémarrage de l'épidémie. Ça se voit aussi en Europe, par exemple, pour le cas du Portugal, de la Grèce. Vous voyez, au Portugal, ils ont eu 151 morts par million d'habitants, donc c'est beaucoup moins que dans les pays européens très touchés. Et là, effectivement, on observe des petites velléités de redémarrage de l'épidémie, mais tout simplement parce qu'on n'a pas eu de vraie première vague importante au Portugal. Donc, en résumé, dans les faits, tout se passe comme si on avait malgré tout une immunité collective qui est en place, parce que l'épidémie ne redémarre pas dans les pays dans lesquels elle a frappé le plus fort, alors que la population prend beaucoup moins de précautions à présent. Alors qu'en même temps, elle montre des velléités de redémarrer dans les pays pour lesquels on n'a pas eu de réelle première vague, où il y a eu très peu de décès jusqu'ici, parce que de bonnes mesures ont été prises au départ, ou bien parce que ces pays sont restés jusqu'ici à l'écart de l'épidémie. Alors comment on peut expliquer cette situation alors que seulement moins de 10% de la population a été touchée? Bon, il y a plusieurs solutions possibles que je vais vous donner maintenant. Je précise, moi je ne suis absolument pas médecin. Bon, malgré tout, j'ai quand même une formation scientifique solide. Formation d'ingénieur agroparitech en sciences de la vie. Ça fait que je suis tout à fait capable de comprendre des études médicales et les notions statistiques qu'il peut y avoir derrière. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est celle de l'immunité croisée, c'est-à-dire que d'autres virus qui ressemblent au coronavirus auraient frappé une grosse partie de la population et l'auraient immunisé du coup par rapport au coronavirus.
Alors ça peut expliquer une partie déjà de ce qu'on observe, mais effectivement pas tout. Il y a un des lecteurs d'Objectif Éco qui m'a fait une remarque très juste. Il me dit sur le Charles de Gaulle, 70% des marins ont été frappés par le Covid. Donc c'est vrai que s'il y avait eu uniquement l'immunité croisée pour expliquer ça, on aurait eu beaucoup moins de marins qui auraient été touchés donc sur ce porte-avions par le Covid. Donc c'est un argument tout à fait recevable. Alors il y a une autre explication de type mathématique qui est intéressante, je trouve, qui doit être sans doute très proche de la réalité, qui est de dire que le Covid va frapper de façon très hétérogène la population. Il y a une certaine partie de la population, de par son mode de vie, son lieu de vie, son travail, qui sera susceptible d'être très exposée au Covid et de le transmettre massivement. Donc pour cette population, on aura des R0 très élevés, alors qu'une autre partie de la population, au contraire, par son mode de vie, sera presque à l'abri de l'épidémie de Covid. Bon, par exemple, là, il y a certaines personnes qui ne vont jamais à de gros rassemblements, qui vont jamais voir de concerts, qui vont jamais voir de spectacles, qui vont très rarement au cinéma, qui ne prennent pas les transports en commun, etc. Il est évident que pour cette frange de la population, le R0 ne va pas être le même que pour quelqu'un qui prend tout le temps les transports en commun, qui se rend à de nombreux spectacles, etc. Donc il y a des transmissions hétérogènes et cette hétérogénéité, elle peut expliquer ce qu'on observe. Donc il y a eu une étude qui a été publiée à ce sujet, qui est intéressante. Donc c'est par l'équipe de Gabriela Gomez, donc de l'université, de l'école de médecine tropicale de Liverpool, qui a modélisé ça avec des franges de population qui avaient une susceptibilité différente d'être exposées au Covid, et ils sont arrivés à montrer que très rapidement, dès qu'il y a des différences de comportement comme ça, il suffisait d'avoir un niveau de l'ordre de 10% ou même moins de la population qui soit contaminée pour atteindre un seuil d'immunité collective suffisant. C'est assez simple à comprendre. En fait, une fois que tous ceux qui, par leur mode de vie, tous ceux qui devaient avoir le Covid l'ont eu, donc les personnes les plus à risque ne peuvent plus être touchées, donc elles, à leur tour, elles ne vont plus transmettre de Covid aux autres, et le R0, du coup, diminue massivement dès que le groupe de population le plus à risque a été atteint. Donc si cette hypothèse est valable, et c'est vraiment ce que je pense parce qu'elle est confirmée dans tous les faits qu'on observe actuellement, il n'y aura en aucun cas une seconde épidémie de Covid dans les pays qui ont été les plus touchés. Reste maintenant le cas des autres pays. Il y a quand même d'assez nombreux pays en Europe qui ont été peu touchés, tous les pays de l'Est en gros, l'Allemagne, les pays nordiques sauf la Suède. Dans ces pays-là, en théorie, effectivement, l'épidémie peut redémarrer parce qu'on n'a pas eu de première vague réelle. Donc, ils auraient à ce moment-là, non pas la seconde vague, mais tout simplement la première vague qui se déclencherait. Mais j'y crois pas trop quand même parce que si ces pays ont su se protéger de l'arrivée de la première vague, l'Allemagne a bien réagi, les pays nordiques pour la plupart aussi, les pays de l'Est également. Donc si ces pays ont su se protéger jusqu'ici, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas capables de se protéger contre des résurgences épidémiques éventuelles dans le futur. Donc, à mon avis, là aussi, peu probable d'avoir de seconde vague dans ces pays, sauf si ils baissent complètement la garde et si la population devient complètement indifférente aux mesures de distanciation sociale, au port du masque, etc. Malgré tout, pour ces pays, le fait que la menace soit quand même présente, ça signifie que pendant un moment, ils ne pourront pas vivre tout à fait comme ils le faisaient avant et ils sont moins protégés que des pays comme la France pour lesquels l'épidémie a déjà frappé fort. Donc, ils auront des contraintes et dans l'ensemble, il y aura quand même des contraintes qui vont continuer de peser sur l'économie, même si elles sont beaucoup moins fortes qu'avant. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si il s'avérait que j'ai complètement tort? Moi, je ne crois pas du tout parce que vraiment les faits jusqu'ici sont fortement en faveur de ce que je vous explique, donc de l'absence de seconde vague.
Maintenant, si j'ai tort, est-ce que pour autant les pays vont tout reconfiner, qu'on va refaire le cinéma qu'on avait fait en, en mars, avril et début mai? Là aussi, j'y crois pas tellement parce que les mesures de confinement ont été prises sous l'effet de la panique. Parce que il y a des scientifiques, de nombreux scientifiques qui ont surestimé massivement le taux de mortalité réel du Covid, hein, l'IFR, donc le taux de décès des personnes infectées par le virus. Maintenant, on a beaucoup plus de recul sur le sujet, on a des études sérologiques nombreuses qui sont arrivées et on est à peu près certain que ce taux de létalité il est inférieur à 1%. Donc là, vous avez une étude tout à fait correcte, hein, tout à fait sérieuse, avec un échantillon représentatif de la population sur la ville de Genève, qui donne un IFR, donc un taux de létalité pour les personnes infectées de l'ordre de 0,6%. 0,14% pour la tranche d'âge 50-64 ans et en dessous de 0,001%, c'est-à-dire rien du tout, en dessous de la tranche d'âge 50 ans. Donc là aussi, c'est ce que je disais depuis pas mal de temps, c'est un virus qui est quand même très peu létal. Les gouvernements vont quand même y réfléchir à 2 fois avant de reconfiner toute une population pour une menace qui est aussi faible et qui concerne principalement des personnes très âgées ou ayant une fragilité vraiment spécifique. Donc voilà pour ce point sur l'épidémie de Covid que je vous propose. Est-ce que pour autant ça signifie que on est à l'abri d'un retournement baissier des marchés? Là aussi, je le crois pas, parce qu'il y a d'autres problèmes économiques sous-jacents que ceux d'une seconde vague de Covid. Les marchés ont énormément monté aux États-Unis. On est revenu quasiment au niveau du début 2020, donc d'avant la crise du Covid, alors qu'on a quand même vu une récession de 8% du PIB sur l'année 2020, des dizaines de millions de chômeurs, donc tous les signes d'un excès d'optimisme massif et d'une spéculation totalement infondée sur les marchés américains. Donc rien que ces éléments-là peuvent être suffisants, le cas échéant, pour faire replonger les marchés. Bon, on verra bien, ça n'est pas certain. Tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est de ne pas vous baser sur le scénario d'une seconde vague de Covid pour prendre des décisions d'investissement, de spéculation, de trading, parce que les faits risquent quand même fortement de vous donner tort à ce moment-là à l'avenir.